J'avais 14 ans, donc oui, 14-15 ans. C'était à Romorantin-Lanthenay, dans le Loir-et-Cher, donc une petite ville de 20 000 habitants. Et en fait, Roland Dufetel avait acheté une maison à Vernoux-en-Sologne, qui était à 8 km de Romorantin. Donc il faut savoir que Vernoux, c'est un petit village. Romorantin, c'est une ville de 20 000 habitants. Et en fait, je me rappelle très bien du premier jour où je l'ai vu. Je m'entraînais au club. Ouais, donc j'avais 14 ans, 14-15 ans. Et puis le président est entré dans le club avec Roland Dufetel. Moi, je ne le connaissais pas, hein, je débutais le billard. Et le président est venu me voir avec lui et il me dit voilà, Roland, je vous présente un jeune homme. Et moi, j'ai connu Roland Dufetel à ce moment-là. Donc je ne le connaissais pas et tout de suite, il y a eu un premier contact vraiment très très bon. Puisqu'il a trouvé les mots pour me dire c'est bien jeune homme, vous entraînez au billard. Enfin, il y a eu un très bon feeling dès le départ. Et voilà, on s'est connus comme ça la première année. Oui, c'est vrai, je suis son dernier élève. D'ailleurs, il le disait, hein, il dit maintenant, ça y est, je suis arrivé à la fin de ma carrière de joueur de billard. Et il m'a dit, tu seras mon dernier élève, donc je vais te prendre en main. Et je suis resté avec lui pendant près de 2 ans. Et on était tous les jours ensemble. Le club de billard de Romorantin était en face du lycée. Donc pour moi, c'était très simple d'aller au club. Et c'est vrai que pendant 2 ans, je suis resté avec lui tous les jours. Et donc, j'étais son dernier élève, c'est vrai. Non, il me racontait vraiment ce qui se passait un petit peu dans le monde du billard, de règle générale. Alors, bien évidemment, il avait des références. Il parlait énormément de Jean Marty, de Francis Connaisson. Il parlait beaucoup de Raymond Keulemans, qui à l'époque était le plus fort joueur au monde. Et Ludo Dielis, bien évidemment. Donc il avait des références comme ça. Mais après, sur ses élèves proprement dit, alors il m'en parlait pas trop en fait. Pas trop. D'accord. Donc, ça va, quand tu démarres avec lui, tu pratiques déjà? Oui, enfin je pratique depuis 2 ans seulement. Je suis vraiment joueur débutant. J'étais peut-être entre 4 et 5 à la libre. Donc je débutais le billard, j'étais un petit joueur. Et lui est arrivé. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que il a vu tout de suite que je n'étais peut-être pas fait trop pour les jeux de série. Et il m'a dit, je m'en parlais toujours, il m'a dit en fait, je crois que les jeux de série, c'est pas fait pour toi et je vais te lancer dans le 3 bandes directement. C'était une phrase assez intéressante parce qu'à l'époque, en France, partout on disait que si on n'était pas fort aux jeux de série, on ne pouvait pas aller dans le 3 bandes. Et lui, déjà à cette époque-là, il disait pas du tout ça en fait. Il disait que vraiment on pouvait directement aller dans le 3 bandes sans passer par les jeux de série. Et c'est ce qu'il m'a dit dès le départ. Donc il avait un petit côté visionnaire et pour ça j'en suis vraiment reconnaissant parce que c'est vrai que ça a bien fonctionné. Ouais. Et donc ta progression, tu dis 4-5 à la libre, donc tu pars aux 3 bandes avec lui. Et la progression va se faire à quel niveau? Je veux dire, quels sont les paliers? En combien de temps il va t'amener à devenir un de nos meilleurs joueurs nationaux? Je parle pas d'aujourd'hui, je parle quand tu es monté dans l'élite. Là, ça a pris quelques années. Bien sûr, oui. Donc quand on s'est vu, j'étais à 0,300, 0,400 aux 3 bandes, donc un niveau assez bas. Mais bon, je débutais le billard et en fait, on a commencé à jouer tous les deux ensemble. On jouait quasiment tous les jours et en 1 an, je suis monté à 0,700 à la fin de l'année. Donc j'avais fait vraiment des gros progrès et après, bon, ensuite, on s'est revus un petit peu, mais pour lui, j'avais fait l'essentiel. Sachant qu'en 1 an, passer de 0,3 à 0,7, c'était quand même pas mal du tout. Et puis après il m'a donné des petits stages à gauche, à droite. Et en coaching, parce que bon, ça c'est l'enseignement, c'est le savoir, son expérience, etc., l'adaptation pour un nouveau joueur. Mais en termes de coaching, est-ce que tu débriefais avec lui tes compétitions ou pas? Non, parce que je faisais pas trop de compétitions au départ. Donc quand il y avait les débuts des championnats de France junior, on était ensemble. Donc après je lui racontais bien sûr quand on a, à la suite de ce championnat où j'avais pas bien réussi d'ailleurs. Donc je lui ai dit un petit peu ce qui s'est passé. Et pour lui c'était pas grave, c'est une question de temps, il fallait surtout pas brusquer, précipiter les étapes et que ça allait venir un jour ou l'autre.
Donc il fallait être très patient. Et que le principal, c'est d'aller dans la bonne voie. Et il m'a vraiment, il m'a donné tout ce qu'il pouvait me donner en termes d'enseignement pour aller le plus vite possible. Et il avait fait une prévision, il me semble que tu m'avais dit ça, en disant que avec ce bagage technique et ton profil de joueur, tu pouvais très raisonnablement penser arriver à un certain niveau. C'était quel niveau qu'il avait évalué pour toi? C'est un peu insensé parce que donc c'était il y a à peu près 30 ans quand même. Et donc moi je tournais à 0,600, 0,700 sur petit billard. C'est pas exceptionnel. Et il avait dit, enfin il le disait à tout le monde d'ailleurs, il disait voilà ce jeune maintenant est programmé, je l'ai programmé à 1,300 de général, ce qui paraissait insensé à cette époque-là parce que 1,300 c'était vraiment beaucoup. Et oui, c'était Coleman. Et donc il avait dit voilà je l'ai programmé à 1,300 et vous allez voir. Et bon apparemment il s'est pas trompé. T'es monté à plus de 1 de moyenne en combien de temps après, quand je veux dire, parce que sur cette lancée-là, ça a pris combien de temps pour atteindre le niveau des meilleurs joueurs français? Alors ça a mis un petit peu de temps parce que il y avait les études, il y avait l'école. Donc après on s'est séparés tous les deux. Donc on ne se voyait plus, alors je n'avais plus d'enseignement, donc après je me débrouillais à gauche à droite. J'étais parti à Tours, donc je ne pouvais plus m'entraîner beaucoup. Donc ça a mis un petit peu de temps à décoller. Romorantin était un club où il n'y avait pas de 3,10 m, il n'y avait pas de très forts joueurs, donc il m'a fallu un petit peu de temps. Donc c'est dommage qu'on soit d'ailleurs séparés à ce moment-là. Bon, il commençait à être assez malade. Sa santé, elle était pas au top. Et on se revoyait de temps en temps, quand même. Donc on se donnait rendez-vous pour aller boire un café et on parlait du billard. Et il me disait alors où tu en es. Alors je lui expliquais un petit peu que j'avais un peu de mal. Il disait mais ça va venir, un jour tu verras, ça va venir, il faut du temps, il faut être patient. Et il mettait vraiment beaucoup en confiance. Donc ça a mis un petit peu de temps à décoller, mais il fallait, parce que j'avais pas le temps pour jouer tous les jours ou m'entraîner. Je l'ai revu vraiment très peu de temps avant sa disparition, et on a pu discuter d'ailleurs, et c'était assez émouvant, très émouvant. Donc aujourd'hui, tu fais partie de nos meilleurs joueurs aux 3 bandes, hein. Tu es champion d'Europe par équipe avec ton ami Jérémy Bury il y a quelques années déjà, mais c'est quand même pas si vieux que ça. Donc tu fais partie de l'élite de nos joueurs de 3 bandes. Qu'est-ce que tu dirais avec le recul maintenant de cette expérience que tu as eue sur le plan technique, bien sûr, de joueur, mais aussi sur le plan humain? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la personnalité de Roland Dufetel? Roland Dufetel, c'était un personnage, vraiment dans le monde du billard, c'était vraiment un personnage. J'en ai pas connu beaucoup comme lui. Et il avait l'amour du billard qui était vraiment extraordinaire. Moi, je sais quand il rentrait dans le club et qu'il voyait des gens, d'autant plus des jeunes, quand il les voyait s'entraîner tout seul, il avait les yeux qui pétillaient en fait, parce qu'il voyait ces gens qui s'entraînaient, donc il y avait l'amour du billard, et lui il avait vraiment le feu sacré pour le billard. Et en fait il y a une phrase qu'il m'avait dit un jour où je commençais un petit peu à me poser des questions avec le billard. Il me disait n'oublie jamais que le billard est un jeu, jamais n'oublie. Donc ça c'est une phrase qui m'est restée vraiment, j'y pense tout le temps. Ludo Dielis, dans son interview, effectivement, il dit, parce que je lui ai posé la question pourquoi il a pas laissé de livres ou tout autre document sur sa méthode, son savoir, qui était très important. Il dit non, en fait, c'est plus un problème de personnalité. Il voyait pas la vie comme ça. C'est-à-dire pour lui laisser une trace, c'était pas important. C'était participer, aller jusqu'au bout de cette démarche, parce que c'était vraiment une passion totale. Il fait partie de ces joueurs qui ne vivaient pas sans penser au billard chaque minute de leur vie, hein, c'était comme ça. Et donc il dit non, finalement, avec le recul, je pense que c'est quasiment logique. Quand on l'a vécu avec lui, par exemple les compétitions, il gagnait, il perdait, ça n'avait pas d'impact sur lui, réel, tu vois. C'est vrai. Alors qu'il avait, tout le monde savait qu'il avait un potentiel pour devenir champion du monde. Et parce qu'ils avaient tous peur de lui. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'il n'allait pas être champion du monde, mais ils savaient qu'en face à face,
c'était le joueur qui le craignait le plus. Tu vois, il disait, on peut battre les autres, mais Duduf, quand on joue contre lui, on sait pas, il est capable de faire le truc inattendu, tu vois. Mais voilà, il n'était pas compétiteur, etc. Donc le fait qu'il n'ait pas laissé de traces, ça lui paraît tout à fait normal en fait. Quand on revisite le personnage, il était comme ça. Ouais, c'est un artiste, hein, vraiment. Un artiste à part entière. Lui, ça l'intéressait pas de laisser, comme tu dis, des traces un peu partout, de faire des livres, de faire des cassettes. Non, lui, ce qu'il aimait surtout, c'est les rapports humains avec les joueurs qu'il appréciait. Et pour lui, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait avoir. Et se réunir autour d'une table de billard et discuter billard, c'était fantastique. C'est un vrai artiste, vraiment. Déjà à l'époque, il imaginait très bien ce que deviendrait le 3 bandes futur. Oui, complètement, oui. Pour ça, j'ai une anecdote. En fait, peu de temps avant qu'il disparaisse, on s'est rencontrés et il avait à cette époque-là donc complètement décroché du billard. Et il me demandait en fait ce que devenait le billard en France, le billard à l'étranger. Donc je lui racontais les performances. Et donc à cette époque-là, c'est encore Raymond Keulemans qui dominait le 3 bandes, qui tournait à 500 de moyenne générale. Et lui, il avait dit déjà à cette époque-là que un jour il y aurait un joueur. Enfin, on arrivera à atteindre les 2 de moyenne. Ça, on y arrivera. Et donc justement, peu de temps avant qu'il disparaisse, comme par hasard, il y a un nouveau jeune qui est arrivé, donc Blandal, et qui avait fait un tournoi à 2 de moyenne justement. Et là, il avait dit, j'en étais sûr que ça allait arriver un jour. Et son souhait, ce qu'il voulait vraiment avant de partir, c'était de voir justement un joueur évoluer à 2 de moyenne. Et malheureusement, ça, il l'a jamais connu, mais il l'avait pressenti. D'accord. Bon, merci Jérôme. Et puis bonne chance pour tes prochaines compétitions. Ok ?